And now we'll see if it works. Maintenant, on va faire un test pour voir est-ce que les francophones entendent l'interprétation vers le français. Est-ce que les francophones entendent? Je ne sais pas si les francophones entendent parce qu'il n'y a pas de message. Sénégal, est-ce que vous entendez? Is you, Jamie, if we can trial it out and see if it works. Okay, sounds good. Well, I just want to thank everybody for joining Donc, this je voudrais remercier really late in the day, tout le monde really early for others. pour la participation. Je sais que pour certains, il est très tard, pour d'autres, il est très tôt, étant donné les différents fuseaux horaires. I think everybody on the call knows every person. Je pense que Introduction. tout le monde You could just ne connaît pas. say who you are, Je propose donc what qu'on you fasse do, des where introductions your physical et chacun peut dire ce qu'il fait, où vous êtes. first person on my screen, which is Annette. Donc, je commence par Annette. Muted. And slow. My name is Annette Kuze. Je m'appelle Annette Many will know Kuzel. me as Mrs. Moxie Dipton. Vous me connaissez comme Madame Moxie-Dictine parce que je suis vraiment le dinosaure sur ce projet. In 2001. J'ai commencé à travailler en 2001 Which sur owned le Moxie Dipton projet at the time. Moxie-Dictine, l'origine 2003 at de ce projet. Et puis à partir de 2003, je suis avec l'OMS The Medicines TDR. Development for Global Health became the sponsor of Moxidectin Et and continuing to work at WHO. comme MDGH And the est devenu un des parrains, nous continuons à travailler avec OMS TDR. Et physiquement, now a COVID-19 red je suis zone. en France, où le COVID-19 est en train de connaître un nouvel essor. Donc, moi, je suis en isolement. Je vis comme je vivais à la période de confinement, en fait, parce qu'il y a résurgence de la maladie. My name is Sarah Liskowski. Bonjour, je suis Sarah Liskowski. Je travaille avec Jamie au End Fund, avec le programme Reaching the Last Mile, ou le dernier kilomètre. I'm in New Jersey, right Je suis outside of dans New York City. New Jersey, juste à l'extérieur de New York. Daniel, Hi all, Daniel. We can't hear you. Can you hear me now? Yes. Can you hear me? Yes. Okay. Yeah, I'm Daniel. Micro, on entend rien. I think a lot of you. je suis Daniel. Yeah, we can't. Can y'all hear Doesn't Daniel? work. Yes. I can Certaines personnes ont des difficultés à entendre. I can't. as well. I can't hear him. Daniel, Oh. Yeah. Daniel, have you hit the English button on the? Daniel, Haven't hit any button at all. Go, go, Go to mais tout le monde n'entend pas Daniel. Okay. and hit English. Interpretation is at which section? Because On the bottom. Yeah, in order for us to hear you, I'm not Others see. Share screen, record, reactions, interpretation. Yeah, I have record on this computer chat participants. I don't have any. Maybe- If we unmute original audio, would we then hear him? I don't think that'll work for the actual translation of the other languages. So So the translators can't hear me as well. Oh, I just Mais heard moi, you. j'entends. Is there a round symbol? No, what I have is record on this computer. Okay, so it's just a few of us. Can you hear me? I unmuted original audio to hear Daniel. Okay. Oh, I'll do the same. Okay, well, we Okay. all know Daniel. Thank you, Daniel. Okay. exactly. Well, let's move to Sally. We do now. Bon, on va dire que tout le monde connaît I'm
Daniel, et on va passer à Sally. Global Health. Sally Kinride, je travaille à MDGH et je suis chef de projet sur le programme Moxidectine et je suis en Australie. Moi, je suis Mark I'm Sullivan. the Managing Director of Medicines Development for Global Health. Je suis directeur général de MDGH. Je suis à Melbourne, en Australie. Je suis en confinement depuis 6 mois. C'est pas très drôle. C'est pas drôle du tout. C'est Rebecca. Rebecca? Hello, I'm Rebecca Smith. I'm working with Rebecca Smith. Je travaille avec Sally à here in Melbourne, Australia. MDGH et je suis à Melbourne aussi. Danielle. Hello, Danielle Smith from Medicines Development. Danielle Smith, MDGH, Melbourne aussi. Je travaille dans les questions de réglementation et de développement et je me suis occupée beaucoup de la présentation du drogue nouvelle qui a été approuvée en 2018 pour la moxidectine. Caroline Cahin, je suis à MDGH aussi, à Melbourne aussi. Jed Beitler, moi j'ai pas d'accent australien, mais n'empêche, je travaille pour MDGH et je suis aussi à New Jersey, à Montclair. I'm Charles Mackenzie. Good morning, everybody. Charles Mackenzie, bonjour. Je suis consultant pour le End Fund et j'ai un accent australien. Yaya. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Yaya Ibrahim Koulibaly. Je suis au Mali. Je suis responsable du laboratoire qui traite les échantillons pour la filariose et l'onchocercose. Et nous appuyons techniquement le programme les programmes filariose et onchocercose au Mali. Merci. Okay, excellent. Musa? Does anybody hear anything? No. No. Okay. No. Maybe let's go to McCoy. Hi everyone, this is McCoy Samuel. Bonjour, moi je suis McCoy. J'appelle du Soudan du Sud. And also the program manager for the Guinea Medication Program. L'interprète regrette, elle n'entend pas. Okay, thank you, McCoy. I think we have Najila from Chad. Najila du Tchad. C'est nous que les gens... Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Attends, on peut réagir. Oui, c'est en direct. I think we're having some problems with the interpretations. Do we? We might just need to move on. Okay. Maybe we'll just move on to the presentations since it seems like the network connections are not very good. Let's Yes. begin
The first presentation is Charles. I'll pull it up and start sharing my screen. So On va just commencer for avec la all panelists, présentation I'll de be Charles. sharing my screen. I have your slides saved. Je vais And then partager l'écran avec vous. our colleague will be sharing our screen. So please just say next and we'll do the clicking for you. Okay. Next. Alors, voici la première présentation. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Je vais donc démarrer l'introduction du sujet. Voilà. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce que dans ce domaine de la gestion des rivières et dans d'autres ONG qui traitent de la question de la santé, il y a toujours des défis à relever. Et alors que nous progressons et nous cherchons à atteindre 100% de traitement, les défis diffèrent selon les différentes parties du monde. Et nous travaillons particulièrement en Afrique. Et ces défis comprennent des zones où on a des difficultés politiques et géographiques ou des zones de conflit. Et un des grands défis, c'est bien sûr les populations migrantes et itinérantes. C'est un problème parce que nous avons besoin de maintenir la pression chimiothérapeutique pendant plusieurs années. Il ne s'agit pas d'un traitement qui puisse se faire en une ou deux fois pour arriver à nos fins. Nous cherchons donc à trouver des solutions à ces différentes questions. Et donc, pour rajouter à la panoplie chimiothérapie, nous avons pensé qu'on pouvait ajouter la moxidectine à la thérapie existante, l'ivermectine. Donc, l'ivermectine, normalement, est administrée une ou deux fois par an. C'est quelque chose qui continue et qui va continuer, mais nous devons aussi avoir une pensée plus horizontale pour imaginer d'autres manières d'atteindre les populations qui sont actuellement hors de notre portée. Alors la question c'est, est-ce que nous pourrons utiliser la moxidectine? Et c'est l'équipe de Melbourne qui va nous parler de la similitude avec l'ivermectine, mais comment le moxidectine a une potentiel plus importante par rapport à la pression que l'on peut porter contre le parasite. C'est-à-dire c'est un médicament plus actif que l'ivermectine par rapport à sa capacité d'attaque parasitaire. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est vous proposer cette idée dans vos différents pays, entamer une discussion, répondre à vos questions, avoir vos avis et essayer de savoir si c'est une bonne idée, à votre avis, comment nous pouvons mettre cela en place et commencer à regarder ce que vous pouvez faire dans vos pays afin d'avancer sur ce terrain. Donc, c'est une discussion ouverte. Et ce que nous souhaitons faire, c'est entendre vos questions, répondre aux questions lorsque nous pouvons, aussi recueillir vos idées. Nous allons essayer de vous fournir les informations dont vous avez besoin.
Et nous aimerions avoir vos réflexions sur ce dont vous aurez besoin pour mettre en place ce nouveau programme. Nous savons bien que c'est une chose compliquée. Notamment, vous avez des validations dont vous avez besoin auprès de vos autorités sanitaires. Donc, nous pouvons vous donner un maximum d'informations pour vous permettre d'accomplir ces formalités administratives. Ce n'est qu'un début des discussions qui doit nous permettre de comprendre ce dont vous avez besoin afin de prendre cette question à bras le corps. Donc, c'est vraiment une première étape. Et par la suite, nous allons sûrement continuer à engager des discussions avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou si vous avez des préoccupations ou les points que vous aimeriez adresser plus précisément concernant l'utilisation de la moxidectine dans vos pays et les difficultés que vous imaginez rencontrer. Je voudrais souligner le fait que nous ne cherchons pas à remplacer l'ivermectine comme traitement de base qui est utilisé dans la plupart des zones de vos pays. Mais dans un premier temps, nous allons juste voir quelles sont les difficultés avec la moxidectine. Et donc, je vais passer aux prochaines étapes. Alors, on va continuer comme ça. Est-ce que Afework est là? Afework prend la parole. Oui, je suis là. J'ai pu vous rejoindre. En fait, je suis en 2 réunions en même temps. Je suis dans un forum de chaîne d'approvisionnement. C'est ma responsabilité première aujourd'hui. Mais bon, j'ai ma présentation que je vais faire pendant 20 minutes. Donc, merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Afework Tekle. Ma mission actuelle est la suivante. Je suis le chef de l'unité d'action à l'OMS. C'est l'unité de coopération stratégique pour gérer l'information. Mais en raison de mon profil de travail dans le domaine de l'onchocercose pendant 7 ans, en tant qu'ophtalmologue, je suis là pour soutenir le siège pour gérer les questions d'onchocercose. Maintenant, je vais passer à ma présentation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter le point de vue de l'OMS sur les stratégies alternatives. Je vais commencer par un peu de contexte épidémiologique concernant l'élimination de l'onchocercose, parce qu'en ce moment, on est en train de parler de traitements alternatifs grâce au programme de Control to Elimination, le contrôle à l'élimination. Comme vous le voyez sur le graphique, il y a 3 phases concernées. Vous avez d'abord la première phase de l'intervention. Ça, c'est la première phase. C'est la phase de traitement. Des fois, c'est accompagné par une phase de contrôle. Alors, dans cette phase, vous avez un traitement à l'ivermectine régulier pour avoir un minimum de 28% de traitement. Alors, d'habitude, cette phase prend entre 12 et 15 ans. Alors, une fois que cette période soit terminée, le potentiel de transmission annuelle progresse à une tendance décroissante pour qu'on arrive à la suppression de la transmission. Dès qu'on arrive à la suppression de transmission, le taux de transmission va décroître jusqu'à l'interruption et puis on commence avec la phase 2. Ça, c'est l'interruption de transmission. Et cette période dure entre 3 et 5 ans.
Et suite à l'évaluation, ce sera la fin de la phase 2. Et là, vous avez la phase de l'élimination de la transmission. Et après, c'est la phase 3. C'est la phase post-élimination. Alors, là, vous avez la phase de réglementation et d'autres démarches parce qu'on ne s'attend plus à voir la resurvenance de la maladie. Alors, ce sont les phases qu'on observe et la plupart des temps, on a besoin de stratégies alternatives pendant la phase 1, la phase de traitement. Alors, pour vous donner une idée des objectifs NTD, la feuille de route NTD, qui sera validée prochainement lors de l'Assemblée, voici les objectifs. Nous avons des objectifs globaux et puis des objectifs qui sont plus ciblés, stratégiques, à l'horizon 2030. Alors, voici les objectifs. Moins de 90% de gens auront besoin de traitement d'ici 2030 contre les maladies tropicales négligées et moins de 75% moins de délits associés aux NTD. Et 100 pays doivent éliminer au moins une maladie tropicale négligée. Là, vous avez les dracunculiases et les yaws qui sont inclus sur la liste des maladies qui peuvent être éliminées à l'horizon 2030. Et je vais revenir à la question de l'onchocercose dans quelques instants. Et de plus, il faut éradiquer 2 maladies, le guinéen et les yaws. Ensuite, alors maintenant, on va parler de l'onchocercose plus spécifiquement. Là, vous voyez, il s'agit d'une maladie avec les indicateurs spécifiques et la cible pour 2030, 2025, 2023 et 2020. Et là, on parle de 2023 parce qu'il y a un programme de 5 ans chez l'OMS pour atteindre certains objectifs d'ici 2023. Et sur ce calendrier, il y a également des cibles intermédiaires. Alors, pour l'interruption de transmission, il y a 4 pays concernés. Tous les 4 se trouvent aux Amériques. Mais d'ici 2023, il y a 5 pays supplémentaires qui sont rajoutés à la liste, et puis 8 pays d'ici 2025, et d'ici 2030, il y aura 12 pays. Alors, ce sont les objectifs pour les différents pays pour éliminer l'onchocercose, mais aussi il faut utiliser les outils de points et les stratégies de points. Bon, il est possible qu'on ne va pas réaliser les objectifs, donc il faut trouver une stratégie alternative pour atteindre les cibles. Et c'est pour cela qu'on a cette discussion aujourd'hui pour examiner l'une de ces stratégies alternatives, qui est le moxidectine. Alors, en ce qui concerne les stratégies alternatives, je vais me baser sur le rapport qui a été publié par le programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique. Parce que son focus est le contrôle et l'élimination de l'onchocercose et l'élimination de la transmission. Mais tout à l'heure, quand on a changé le mandat, le programme était plutôt d'éliminer la maladie dans 18% des pays africains. Alors, dans le cadre de la préparation d'une stratégie alternative, on a publié ce rapport pour accélérer l'élimination de l'onchocercose et pour avoir au moins 18% des pays africains qui éliminent la maladie d'ici 2025. Ça, c'était le programme original.
Et il y avait plusieurs sessions de consultation, plusieurs réunions, et on a publié ce rapport. Alors, ce que vous voyez là, à droite de votre écran, vous avez une image du rapport. Et plus tard, en fonction de ce rapport, on a publié un article sur les stratégies alternatives. À l'heure actuelle, chez l'OMS, à notre niveau, nous avons des lignes directrices qui sont plus spécifiques sur les stratégies alternatives et j'espère que ces lignes directrices seront publiées prochainement. Mais le seul document disponible au public général est cet article-là. Alors, ma présentation sera basée largement sur les documents que j'ai mentionnés. Alors, où est-ce qu'on va mettre en œuvre les stratégies alternatives si on arrive à accélérer les efforts d'élimination de l'onchocercose? Alors, en raison de cette transition d'un effort basé sur le contrôle vers un effort d'élimination, il n'est pas nécessaire d'avoir un plan de mise en œuvre de cette stratégie spécifiquement. Pourquoi? Parce que la plupart des pays concernés sont sur la bonne voie et dans certains pays qui se trouvent dans des zones où cette stratégie alternative est nécessaire. Ainsi, nous avons identifié ces zones spécifiques. Par exemple, il y a les zones où le traitement a déjà été entamé, mais de manière tardive, et on n'arrive pas à rattraper les 12-15 ans de temps qui est nécessaire pour arriver à l'élimination de la maladie. Par la suite, vous avez également des zones avec une forte endémicité, et ça, c'est l'un des facteurs déterminants pour décider le nombre d'années qu'il faut traiter la maladie. Alors, si vous avez une forte endémicité, même si vous réalisez un traitement, vous devez potentiellement changer vers une stratégie alternative pour rattraper. La troisième zone, c'est les zones où vous avez une mauvaise gestion de la mise en œuvre de la stratégie. Si la gestion est mauvaise dans telle et telle zone, on peut apporter une assistance à ces zones-là. Et dans ces zones-là, on a vu qu'il y a eu des résultats d'évaluation faibles. Alors, dans ce cas-là, dans ces zones-là, il faut potentiellement changer de stratégie. Un autre défi associé à l'onchocercose, c'est la co-endémicité avec la LOAS. On n'arrive pas à traiter la maladie sans tester pour la LOAS, notamment dans les zones d'une forte co-endémicité. Alors là, c'est une zone qui est importante également. Alors, quelles sont les stratégies alternatives? Il y en a plusieurs. Voici la première. Et c'est une stratégie qui peut renforcer les efforts de traitement gérés par la communauté ou en combinaison avec certains médicaments. Ou dans le cas de l'onchocercose et sa co-endémicité avec la LOAS, il faut peut-être utiliser une stratégie TNT, Test and Treat, tester puis traiter. Alors, la première stratégie porte sur l'optimisation de l'entité pour l'onchocercose. Le facteur le plus important pour l'élimination de l'onchocercose, c'est là, dans la mesure du possible, c'est d'avoir au moins 80% du traitement couvert de la population couverte par le traitement. Au lieu de changer de stratégie, il faut d'abord couvrir un maximum de la population pour s'assurer que le traitement soit bien réalisé pour toutes les zones. Par la suite, vous avez des stratégies complémentaires. Il y a certains qui disent qu'il faut traiter uniquement les gens qui viennent à une installation de soins de santé régulièrement. Il ne faut pas traiter les gens qui ne sont pas traités à un centre de soins de santé.
Alors, vous pouvez cibler ces gens-là qui n'assistent pas forcément aux sessions MDA. Donc, vous devez trouver les moyens de les atteindre et de les traiter. Parce que si le nombre de personnes qui font partie de ce groupe est fort, il risque de reconduire la transmission encore et encore. Alors ça, c'est une stratégie complémentaire d'atteindre ces populations qui n'ont pas été traitées. Et ça, c'est pour renforcer la stratégie de traitement gérée par la communauté. Et puis, il y a cette question de timing et de fréquence, parce que la plupart du temps, on préconise une sélection d'administration de MDA, et c'est la plupart du temps pendant la saison sèche. Mais c'est peut-être pas le moment idéal pour traiter les gens. Pourquoi? Parce que dans la mesure du possible, il faut cibler, il faut choisir un moment où le taux de transmission est le plus fort. Et c'est souvent juste après la saison des pluies. Peut-être que sur le plan pratique, ce ne sera pas possible, mais si possible, dans certaines régions, il faut trouver le bon moment juste après les pluies. Une autre stratégie, c'est de renforcer la fréquence de traitement. La plupart des pays aujourd'hui essaient de faire une transition d'un traitement unique vers un traitement 2 fois par an. Ça, c'est une stratégie possible. Et puis, vous avez la stratégie de contrôle de vecteurs complémentaires. Comme vous le savez, l'OCP estime que le contrôle des vecteurs constitue une stratégie importante, mais selon la disponibilité de cette stratégie, il a fallu changer le programme. Mais dans certaines zones, on utilise quand même cette stratégie. C'est la priorité en Afrique de l'Ouest, par exemple. On a pu compléter la stratégie traditionnelle avec le contrôle des vecteurs. Et on a déjà vu l'impact de cette stratégie-là. D'autres pays où on a réalisé cette stratégie sont le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, etc. Il y a d'autres pays qui ont essayé d'utiliser l'administration massive de médicaments en combinaison avec un contrôle de vecteur local. Et cette stratégie a réussi, notamment au Soudan et en Ouganda. On continue. Sinon, vous avez d'autres possibilités. Par exemple, vous pouvez utiliser de nouveaux médicaments ou de nouvelles combinaisons de médicaments. Vous avez par exemple la doxycycline, qui est un microfilaricide. Je m'excuse. C'est quelqu'un d'autre qui l'a noté. En fait, ce n'est pas micro, c'est macro. C'est un macrofilaricide, la doxycycline. Ce médicament est également un médicament potentiel qu'on pourrait utiliser, mais il faut traiter pendant plus de 2 semaines dans le cas de ce médicament. Et ça peut être compliqué d'avoir un traitement continu pendant 2 semaines, tous les jours pendant 2 semaines. Sinon, vous avez la moxidectine. On va discuter beaucoup de ce nouveau médicament, mais c'est un médicament qui est très fort, potentiellement plus efficace, et on va en discuter aujourd'hui. Vous avez également des médicaments anti-Wolbachia et puis l'hémodepside. Et puis, vous avez les stratégies de TNT, de traitement, de test et de traitement. Et ça, c'est la stratégie qui porte sur les essais, sur les tests avant le traitement, pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas de contre-indication. Alors, nous avons beaucoup de sujets à discuter, mais bon, vous avez ce guide-là pour avoir une idée de comment on peut s'approcher à cette problématique. On continue. Mais la chose la plus importante, comme je l'ai déjà dit, c'est de toujours avoir une couverture de 100% géographique et 80% de couverture thérapeutique avant de changer vers une stratégie alternative. Parce que si vous traitez annuellement moins de 80% des gens,
ou que vous avez moins de 100% de couverture géographique, vous devez commencer par un effort de renforcer votre couverture au lieu de changer de stratégie. Parce que, quels que soient vos efforts, si vous n'avez pas suffisamment de couverture, vous risquez d'avoir des complications liées au coût et l'impact risque d'être contraint. Alors, pour que si les pays veulent changer vers une stratégie alternative, ils doivent évaluer leurs ressources humaines, leurs moyens et le potentiel pour les complications éventuelles avant de changer de stratégie. Par contre, les stratégies alternatives sont préconisées dans ces situations-là où on n'arrive pas à atteindre les objectifs dans le temps. Dans les situations où il faut accélérer les efforts, il faut changer vers une stratégie alternative. Alors, voici les documents associés. Si vous voulez vous renseigner plus sur les stratégies alternatives, on vous propose ces deux rapports. Vous avez un rapport et un article scientifique dans le journal International Health. Merci de votre disponibilité. Over to you. Thank you, Afewerk. Actually, Afewerk, did I understand correctly? Merci, Afewerk. Est-ce que j'ai bien compris? Si vous devez partir. Yes, please. Yeah. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Afewerk parce qu'il doit s'absenter? So, Afewerk, you say there's no. Afewerk, vous dites qu'il n'y a pas de documents qui seront produits bientôt, mais peut-être quelque chose par rapport à la feuille de route qui sera bientôt disponible de l'OMS? No, the roadmap is not a detailed, La it doesn't. feuille de route n'est pas très détaillée. Il ne précise pas les différentes stratégies. C'est vraiment une vue assez globale sur les objectifs d'ici à 2030. Donc, pour chaque maladie a ses spécificités. Il y a des objectifs pour chaque année. A different issue. So, et là, on peut voir les différences, mais il s'agit d'une orientation et les stratégies seront précisées dans les documents à venir, les documents à part. Donc, il y a un groupe d'experts, par exemple, qui est en train d'étudier des obstacles actuellement dans le traitement de l'onchocercose. Nous débattons beaucoup des questions d'urgence, les différents seuils, le nombre de diagnostics. Et la prochaine étape sera vraiment d'écrire une vraie orientation des lignes guides. Mais tout cela sera produit après les travaux de l'équipe technique. Pour vous, les stratégies alternatives vont être émises par l'OMS d'ici quelques mois, par exemple? Oh, pas dans les prochains mois, car avec la situation actuelle, par rapport à l'onchocercose, il y a beaucoup de défis importants. Et actuellement, il y a un nouveau processus pour mettre en place les orientations. Et dans ce processus, il y a des entités indépendantes qui doivent regarder les faits, les différents rapports. Et si on détermine qu'il ne serait pas assez étayé, le rapport n'est pas accepté.
Donc, le groupe est en train de débattre avec une manque d'informations, si je puis dire. Mais quand l'heure viendra, je pense qu'il est urgent vraiment qu'on s'adresse à cette question des stratégies alternatives. Si nous souhaitons vaincre l'onchocercose d'ici à 2030, bien sûr, ces documents d'orientation, un document d'orientation est requis de manière urgente. McCoy a posé une question par écrit. Quelles sont les démarches à suivre si un pays décide d'adopter l'utilisation de moxidectine avec l'ivermectine et d'autres thérapies existantes? Je pense que c'est une très bonne question pour tous ceux qui sont présents à cette réunion. Je pense qu'il y a des discussions à avoir avec d'autres groupes qui s'adressent à moxidectine. Le groupe d'experts n'a pas encore pris en considération les questions de moxidectine. Je vais en parler un peu. So are there any other Aussi une questions question de from Dr. countries? Salissou. Est-ce que la moxidectine a un effet sur W. Bronkowski? Oui, c'est la question de Dr. Salissou. Est-ce qu'il y a un impact sur le W. Bronkowski? Je pense qu'on verra ça dans la présentation suivante. Je pense qu'on va en parler. Okay, I think Afok, thank you for your presentation. Merci beaucoup à Thank you toi. so much. You have to leave, so. I'm sorry I have to leave to Merci join beaucoup. Je suis désolée. Je dois vous quitter car j'ai une autre réunion. step as well. Mais We'll keep you posted on all of this. Very Okay, much. je me réjouis d'avance de recevoir votre rapport. Bien sûr, nous l'enverrons. Merci de votre participation. Sarah, who's up next? Alors, Mark and Sally are qui up. est-ce que nous entendons? Sashi is now taking control of the Marc sharing. et Sally. Et c'est Sacha qui prend la main. Okay, so it's Mark here. You can go to the next slide, Sashi. Donc, on passe I will keep this presentation short. There's à a la suite. Je vais very large amount of data that we could present, but we won't. We'll keep this at a very essayer d'être rapide. What I will do is outline who we are as an organization, so you know who Je you're vais vous talking dire d'abord qui nous sommes and who is talking with you. en tant qu'organisation. A little bit about moxidectin for onchocerciasis, Et which is a bit of ensuite, background noise. Is everyone? je vais parler de la proposition de Marc. J'entends des échos. Est-ce que tout le monde I'll talk about briefly moxidectin for other a neglected diseases. bien fermé son microphone? Bon, ensuite, je vais parler rapidement de différentes maladies et Sally va nous parler des questions d'accès. Alors, tout d'abord, Very quickly, we are a non-profit MD. biopharmaceutical company. Chez AS, nous sommes une You probably have never heard of a non-profit biopharmaceutical company before. société biopharmaceutique à but non lucratif. Cela peut vous étonner car nous sommes le seul, à mon sens. Nous avons un modèle très particulier. Notre objectif, c'est de développer des médicaments et des vaccins accessibles partout. Notre motivation, c'est que nous pensons que les médicaments ont un impact important sur le contrôle des maladies et c'est cela qui nous motive. C'est de fournir des nouveaux médicaments dans le contexte du développement. Nous avons travaillé sur des médicaments antiviraux ainsi que les maladies
tropicale négligée. Nous sommes ici aujourd'hui parce que, comme vous voyez ici, la moxidectine est largement supérieure, c'est-à-dire de manière statistique, est supérieure à l'ivermectine dans la suppression des microfilets de la peau chez plus de personnes et pendant plus longtemps que l'ivermectine. À gauche, vous avez les données de l'étude de phase 3. Donc là, on parle des microfilets de la peau avec 1500 Pascal. Mais là, ces données ne racontent pas l'ensemble de l'histoire ou l'histoire dans sa totalité, car ces données cachent le fait que beaucoup de personnes qui reçoivent l'ivermectine ne répondent pas bien à cette thérapie. Donc, à droite, vous avez une graphique qui vous donne plus d'informations. La barre rouge, c'est la moxidectine, les patients qui ont reçu la moxidectine. Et en bleu, c'est les patients traités par ivermectine. Et donc, à droite, vous voyez que si vous recevez la moxidectine, vous arriverez à un taux zéro de microfilets dans la peau. Et si vous comparez cela à le chiffre pour l'ivermectine, vous arrivez à uniquement 7,5%. Donc, au bout d'un mois, au bout de 8 mois, on voit quand même une amélioration significative chez les patients recevant la moxidectine. Donc, le premier mois, le 6e mois et le 12e mois, on voit que les chiffres sont encore plus impressionnants. Presque 40% des patients recevant la moxidectine vont arriver à un niveau 0 d'infection dermatologique par rapport à 1,7% des patients sous ivermectine. Presque tout le monde va avoir une réponse positive avec moins de variabilité que chez les patients recevant l'ivermectine. Évidemment, il y a un problème de monitoring par rapport à ces résultats. Et les faits se révèlent en fait sur des durées très longues plutôt. Au niveau de la sécurité, la moxidectine a des résultats très similaires à l'ivermectine. Quand vous voyez des patients qui ne sont pas infectés, le profil sécuritaire est très similaire par rapport au placebo. Là, pour les personnes qui sont infectées ou qui ne sont pas infectées, vous voyez les mêmes nombres d'événements de séquelles ou d'effets secondaires. Et cela est très lié à l'efficacité de la drogue. Alors, la réaction primaire, évidemment, c'est la mort du ver. Les deux drogues fonctionnent de la même manière. Nous avons les mêmes types d'effets secondaires indésirables. Il y a une réponse plus importante avec le moxidectine, mais c'est parce qu'il y a plus de réponses globalement, mais très peu d'effets secondaires graves. Presque tout le monde a eu un effet indésirable, mais tous ces événements, tous ces effets, mal de tête, ou, cela peut être, ces effets indésirables peuvent être aussi liés au fait que le patient est enrhumé ou grippé. Alors actuellement, dans notre travail sur la moxidectine,
Nous essayons d'avoir plus d'informations pour nous permettre d'utiliser ce médicament avec les enfants. L'amoxicilloxine a été revue par la FDA et cela veut dire que la qualité, la production, la toxicologie, les données, les questions de sécurité et d'efficacité, tout cela a été confirmé et audité, contrôlé par la FDA. Donc, nous sommes très confiants. Mais par contre, dans le programme de développement, nous n'avons pas fait d'études pédiatriques. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement au Ghana. Et nous sommes en train d'évaluer la mise en œuvre d'une formulation pédiatrique, c'est-à-dire non pas des comprimés, mais liquides qui seraient adéquates pour les enfants. Cela nous intéresse plus globalement parce que les médicaments pourraient être plus faciles à prendre si on avait autre chose que des comprimés. Dans le contexte de vigilance pharmacologique de l'OMS, nous allons sans doute rajouter un autre pays à nos études pour voir les effets des traitements annuels et bisannuels de la moxidectine par rapport à l'ivermectine dans la RDC. Cela nous donnera plus de données qui nous permettraient de savoir s'il vaut mieux traiter une fois par an ou 2 fois par an. We're also looking at traiter 2 fois par an, nous nous attendons à ce qu'il y ait une élimination des infections dermatologiques. Aussi, nous savons que la LOA est toujours un problème. Nous ne savons pas s'il y aura une différence entre la moxidecine et l'ivermectine pour la LOA. C'est une étude qui va être menée par l'IRB en France. Et nous devons aussi essayer de cette étude clinique quickly on the other areas. It was asked about sur le terrain. It's part of the DOLF group that most of you know well, sponsored by Washington la GAL, mais vous connaissez sans doute le groupe GALF et la fondation Gates sur l'impact, l'efficacité de la moxidecine seule ou en combiné. Nous avons démarré une première étude sur la GAL, une en Australie et 3 en France. Et aussi, nous avons d'autres études sur la transmission des helminths et puis la transmission par le sol. Et maintenant, je donne la parole à Sally. Merci, Marc. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter maintenant comment nous envisageons de mettre en place notre programme pilote pour le déploiement de la moxidecine afin de permettre une utilisation élargie dans le contexte de l'AMM. Il est important d'avoir des informations sur la sécurité de ces médicaments qui seraient utilisés évidemment après la période pilote dans les populations beaucoup plus importantes. Et cela s'aligne avec les pratiques de l'OMS en matière de sécurité des médicaments. Donc, en partant
de la gauche, vous voyez les différentes communautés qui ont participé à un programme de traitement. Cela peut être des groupes qui sont traités par l'ivermectine ou par la moxidectine. Ça peut être un endroit où les personnes ont accès à un centre de soins. Les informations collectées au centre de soins peuvent être transmises. Et pour ce faire, nous souhaitons mettre en place une application simple d'utilisation par un téléphone, par exemple, ou avec un ordinateur, ce qui permettrait au centre de soins de remplir les données et de l'envoyer à notre base de données. Et ces informations seront partagées ensuite avec les ministres de santé, les autorités réglementaires et aussi à les agences de pharmacovigilance. Nous avons une exigence par rapport à la réglementation de partager ces informations avec d'autres autorités sanitaires dans des pays où la moxidectine est utilisée, y compris aux États-Unis et donc avec leur agence, la FDA. Afin de soutenir le programme que nous évoquons ici, je sais qu'il y a des questions par rapport à nos capacités de fournir le médicament, quelles sont nos capacités en production. Moxidectine est fabriquée en Chine, à Limson. Beaucoup de la moxidectine produite est utilisée dans le monde vétérinaire. C'est pour traiter des parasites dans le monde agricole et aussi chez les animaux domestiques. Pour l'utilisation chez l'être humain, les comprimés sont produits aux États-Unis. Nous pourrions produire 1 milliard de doses, c'est-à-dire environ 800 kilos de moxidectine. Alors que la moxidectine vétérinaire est produite actuellement en quantité qui relève des tonnes et non pas des kilomètres. Donc, la production de la moxidectine n'est pas un problème. Il faudrait juste qu'on évalue les besoins en comprimés afin de mettre en place la production adéquate. Vous avez peut-être aussi des questions sur la manière dont on rendrait disponibles les tablettes de moxidectine. Vous connaissez sans doute le programme MDP et nous sommes en train de discuter avec la MDP pour voir quelles sont les options qui nous permettraient de rendre disponibles les tablettes de moxidectine d'une manière très acceptable par les populations, c'est-à-dire par des chaînes de distribution qui leur sont familières. Il faudrait tenir compte aussi, bien sûr, des besoins en moxidectine et de ivermectine. Mais ça, c'est à l'avenir. C'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier actuellement. Nous aurons plus de détails au fur et à mesure. Ce qui permettrait aux différents pays de nous faire part de leurs besoins, en fonction bien sûr des autorisations qui seraient obtenues de leurs autorités sanitaires. Je sais que dans différents pays, il peut y avoir besoin aussi d'une autorisation d'import.
Je vais m'arrêter là. Vous avez peut-être des questions pour nous maintenant ou alors à la fin de cette réunion. Merci Sally et Marc. Les images, les données que vous présentez sont très impressionnantes. Je voudrais vous encourager dans vos différents pays de poser des questions. C'est pour vous la possibilité d'avoir des informations vraiment à la source. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois qu'il y a une question de Yaya concernant la Manzanella perstans. Je sais que vous avez déjà fait des remarques sur cela, mais Marc, est-ce que vous pouvez nous donner des données sur le Manzanella? Parce que c'était l'une des questions qu'on a posées. Alors, Annette prend la parole. On a eu très peu de données, mais pour la Manzanella, cela ne fait pas partie de la base de données. Par contre, on peut chercher les données. Si je me souviens bien, il y a un outil où je peux trouver les données sur la Manzanella. C'est Charles qui prend la parole. Et il n'y avait aucune donnée sur les réactions sévères dans ce sens, n'est-ce pas? Annette dit, effectivement, non, on n'a pas eu de données sur les réactions sévères associées aux médicaments. On n'a pas eu de réactions néfastes sévères. Tous les effets associés aux parasites étaient classifiés comme associés aux médicaments, mais on ne l'a pas vu. Yaya, est-ce que vous avez d'autres questions sur la Manzanella? Je sais que vous vous intéressez à cette question comme un domaine de co-infection. Yeah, I just wanted to know. Oui, je voulais juste savoir si la moxidectine a été administrée dans certaines zones où le Manzanella était endémique. Parce que des fois, la charge d'infection chez les personnes est très forte et donc on peut s'attendre à avoir des réactions assez sévères. Well, I heard it, so Okay. I will. Annette dit que je vais répéter la question. Yaya was saying that he's interested in. Alors, Yaya disait qu'il s'intéressait à cette question parce qu'au Mali, il y a des taux de Manzanella qui sont très élevés. Le niveau de co-infection est très élevé. Yeah, I don't know if we can comment further. There's no other Marc data. dit, on n'a pas de données pour répondre à cette question en fait. Annette dit, on n'a pas vu beaucoup de cas, ni dans la phase 2 de l'étude au Ghana, dans la région de Volta, ni dans l'étude de phase 3 qui a été effectuée dans le nord-ouest du Libéria et dans la région Volta du Ghana, ainsi que certaines zones dans le nord-est de la RDC. And I think the similar sort of question, of course, comes up. Et je pense qu'il y a une question similaire associée à la LOAS. Et cette question sera pertinente certainement sur la moxidectine, oui. All our phase 2 and Annette phase 3. dit, toutes nos études de phase 2 et phase 3 n'étaient pas dans les zones de couronne décimale avec la LOAS. Et je suis d'accord avec Marc. On s'attend à ce que la moxidectine sera efficace sur la LOAS et la microfiliaire, tout comme l'ivermectine. Et le point intéressant à constater, c'est quel est un niveau sûr de la microfiliaire de l'OAS. Ça, c'est la question qu'on va traiter très progressivement, très lentement, parce qu'on a appris à cause de l'expérience avec l'ivermectine. Et du coup, si les gens sont intéressés, j'ai un diapo supplémentaire pour vous montrer la conception de l'étude sponsorisée par l'IRD France.
Et si vous voulez, je peux revenir à cette diapo plus tard si vous vous intéressez. Mais on ne peut pas partir du principe que les niveaux sûrs sont de 20 microfiliaires, par exemple, ou pardon, 20 000, 30 000 pour l'ivermectine. On s'attendrait que le niveau sûr est en fait plus faible. Marty, je suis d'accord. Je ne suis pas sûre si on peut dire que ce sera le même niveau. Puisque la mort des microfiliaires chez l'aloès est plus faible, c'est peut-être à cause de la concentration dans le plasme. Les deux médicaments sont similaires vers le début, après la dose. Alors, on ne sait pas. Je ne suis pas sûre si le niveau sera le même ou pas. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de données pour nous indiquer qu'on peut dire oui, 20 000, c'est bon. On n'a pas les données. Charles dit, oui, je suis d'accord avec Marc. Je pense, oui, je suis d'accord. J'imagine que les effets sont assez aigus et c'est là où on va voir l'impact. Daniel parle la parole. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a des questions, mais peut-être qu'on peut continuer et puis répondre aux questions à la fin parce que le temps passe vite. I would do my best to respond to them, perhaps. Alors, Marc dit, je vais répondre aux questions dans le chat. Je ne parle pas bien le français, mais je vais faire de mon mieux pour répondre aux questions dans la boîte de discussion. Annette dit, je peux répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on a choisi de randomiser les gens dans l'étude phase 3 avec un ratio de 2 à 1, moxidectine contre ivermectine? Alors, voici la raison. On s'attendait à ce que la moxidectine soit beaucoup plus efficace que l'ivermectine. Et du coup, d'un point de vue d'efficacité statistique, on aurait pu choisir d'utiliser moins de participants. On a élargi le nombre de participants, par contre, dans l'étude phase 3 pour faire une collecte de données sur la sécurité sanitaire de la moxidectine spécifiquement. Ça, c'est la raison pour laquelle on a choisi cette ratio de 2 à 1 de randomisation pour avoir un maximum de données sur la moxidectine sans perdre notre capacité d'avoir un groupe de comparaison traité à l'ivermectine. Est-ce que cela répond à votre question, Monsieur McCoy? Okay. He'll. Yes. Oui. Alors, Charles dit, je veux juste bien répondre aux questions parce que ça, c'est le but du jeu. Il y a une question à laquelle on peut répondre rapidement, je pense. Daniel va lire la question en français. Salissou voulait savoir s'il y a des informations sur la moxidectine comme macrofilaricide. Et puis, M. Ngayo dit, il demande s'il y a des informations sur la sensibilité ou l'efficacité du médicament de la moxidectine. Est-ce qu'il y a cette information-là? Est-ce possible d'avoir ce document de référence dans nos pays? Alors, Marc prend la parole. Bon, il n'y a pas de preuve que la moxidectine agit comme macrofilaricide. Par contre, la moxidectine paralyse les tracts reproductifs du ver femelle pendant une longue durée. Mais non, il paraît qu'il ne tue pas les macrofiliaires. Et bon, plus précisément, on n'a pas encore les données pour indiquer que la moxidectine agit de manière différente de l'ivermectine. C'est une question polémique, mais je pense que la réponse la plus sûre que je peux vous donner. Non, il n'y a pas de preuve qui indique que le médicament tue les macrofiliaires. En ce qui concerne les données sur l'efficacité, bon, on a l'étude phase 2 et phase 3
On a ces deux études de comparaison à grande échelle qu'on a publiées et ces articles sont facilement disponibles. Et puis, on a les résumés intégrés qu'on a soumis aux instances réglementaires qui exigent un certain format et on peut rendre disponibles ces documents-là aussi. On est entièrement prêt à partager les documents. Et puis, est-ce que la moxidectine sera gratuite pour aussi longtemps que nécessaire? Marc prend la parole. Alors, on ne l'a pas mentionné dans la présentation, on n'a pas un financement de 30 millions de dollars, par exemple, mais quand on a entamé nos efforts sur la moxidectine, on a fait tout le travail possible pour la rendre gratuite. Et on a certaines stratégies en place pour réaliser cet objectif de gratuité. Mais dans le cadre de ce programme et de cette discussion aujourd'hui, on envisage de faire des dons de moxidectine, mais pour l'instant, je ne peux pas m'engager pour une durée infinie de dons. Mais je peux vous dire qu'on ne va jamais faire payer plus que le coût de base du médicament, parce qu'on a signé un accord qui veut qu'on ne fera jamais ça. On va travailler dur, et on a travaillé dur depuis plusieurs années pour nous assurer qu'on puisse faire des dons du médicament. Charles prend la parole. Pour préciser, ce ne sera pas les pays qui vont payer. Il y aura d'autres mécanismes pour payer les médicaments. Annette prend la parole. Je voulais vous donner quelques informations. Tout d'abord, l'efficacité sur les aliments de l'intestin du Niger, c'est une question du Niger. J'ai mis les données détaillées dans l'annexe de l'article qui publie les résultats de la phase 3 en 2008. Et les effets qu'on a constatés chez la moxidectine sont similaires aux résultats qu'on a constatés chez l'ivermectine. Mais bien entendu, notre étude n'a pas été conçue pour tester l'efficacité sur les aliments de l'intestin. Ça, c'était un résultat secondaire qu'on n'a pas attendu. Et comme Marc l'a dit, on est en train de faire une étude pour examiner les effets sur les aliments de l'intestin de manière plus systématique. Marc prend la parole. Pour compléter, on a publié des données selon lesquelles il y a un effet sur les aliments de l'intestin. Il semble que les résultats sont positifs, peut-être encore plus positifs que chez l'ivermectine, en ce qui concerne les aliments transmis par la terre. Et puis, il y a d'autres similarités avec l'ivermectine. Les deux médicaments sont très efficaces dans ce sens. Annette reprend la parole. En ce qui concerne les effets sur les microfiliaires, l'un des constats qui n'a pas été très clair pendant les présentations est le suivant. Toutes les études qu'on a menées sur les personnes infectées étaient des études à dose unique. Il n'y a personne qui s'attendrait à ce que la moxidectine soit une solution magique qui tue tous les microfiliaires avec une seule dose unique. Dans un deuxième temps, on a examiné uniquement les effets des microfiliaires dans le cadre d'une étude de phase 2. Et l'échantillon de l'étude de phase 2 a été choisi pour tenir en compte plusieurs facteurs. Il fallait examiner l'efficacité sur les microfiliaires et cette question-là ne faisait pas partie des facteurs qu'on a tenus en compte. Le facteur le plus important était la sécurité pour la phase 2. Dans le cadre de la phase 3, on n'a pas étudié les microfiliaires non plus. L'une des études que Marc a mentionnées sera la première étude à examiner des doses répétées de la moxidectine par rapport à des doses répétées de l'ivermectine. Ce sera une étude dans laquelle on va traiter des gens soit avec 3 doses annuelles de la moxidectine, soit avec 3 doses annuelles de l'ivermectine, soit 5 traitements biannuels de moxidectine ou 5 doses biannuelles d'ivermectine.
On aura dans ce cas-là des données initiales pour faire une comparaison efficace. Il y a de nombreuses évaluations statistiques qui sont compliquées, associées avec l'évaluation de l'efficacité sur les microfilières. Par exemple, la grande majorité des microfilières sont en fait pas dans des nodules sous-cutanés. Alors, il est en fait impossible de les atteindre et de les toucher. Et bon, nous savons bien que nos collègues statisticiens nous disent qu'il y a une forte implication sur la taille de l'échantillon. Cependant, si on a de la chance, on va pouvoir démontrer des différences via la présence des microfilières. Parce que les microfilières, bien entendu, sont produites. Pardon, les macrofilières sont produites via les microfilières. Et on s'attendrait à ce que, comme chez l'ivermectine, la moxidectine aura un effet cumulatif sur les macrofilières suite à plusieurs doses. Daniel prend la parole. Annette, est-ce que vous pouvez continuer avec votre présentation? Parce qu'il nous reste seulement 30 minutes. Annette reprend la parole. Et en fait, je vais faire une petite expérience. Je vais montrer ma propre présentation sur mon écran. What's the right screen? I think this is the screen I want to show. And if that doesn't work, do you see now from Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Et vous voyez l'image en grand format? OK, je vais répondre à quelques questions qu'on a posées à Afterwork. Et j'utilise ce sous-titre « From Bench to Bush », du labo au bush. L'expression en anglais a été créée par l'ancien directeur général de l'OMS, M. Ba, Asamoah Ba. Et ça, c'est notre objectif. On va passer du laboratoire où on mène les recherches vers le TMM. Alors, pourquoi est-ce que cela ne marche pas? Alors, je vais commencer par un résumé des étapes qu'il faut entreprendre pour passer les recherches aux critères d'utilisation de moxidectine dans le cadre d'utilisation régulière dans le pays qu'on a choisi. Tout d'abord, vous devez inscrire la moxidectine dans les pays, puis vous avez des lignes directrices de l'OMS sur les politiques nationales, et puis une connaissance qui va orienter la mise en œuvre de l'utilisation de la moxidectine. On a posé quelques questions sur qui autorise l'administration de la moxidectine. Alors, je vais traiter cette question-là. Et puis, je vais vous donner du contexte sur la pharmacovigilance qui sera nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre de la moxidectine. Je vais commencer par les objectifs globaux de la pharmacovigilance via les lignes directrices publiées par l'OMS auprès des pays. Et ça, c'est dans le cadre de la chimiothérapie préventive. Et enfin, je vais parler des préoccupations spéciales quand on introduit un nouveau médicament comme la moxidectine. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs critères d'autorisation avant d'introduire le TMM de la moxidectine dans les zones qu'on a sélectionnées. Tout d'abord, la moxidectine doit être inscrite dans chaque pays concerné qui souhaite utiliser la moxidectine de manière régulière. Une telle inscription
se base toujours sur des recherches non cliniques et cliniques qui sont menées spécifiquement pour les nouvelles inscriptions de nouveaux médicaments. Et il y a de la réglementation très particulière qu'il faut respecter dans ce cadre. Comme Marc l'a dit, le dossier entier sera soumis par la suite auprès des autorités réglementaires. Et Marc l'a déjà fait auprès de la FDA américaine. Puis vous avez la phase d'étude. Ce sera les autorités réglementaires qui vont revoir toutes les données. Et puis, l'autorité va trancher sur si on va inscrire le nouveau médicament ou pas dans tel ou tel pays. Il y a un processus particulier par lequel l'OMS passe pour soutenir l'inscription dans les pays de nouveaux médicaments qui ont déjà été validés par ce qu'on appelle une autorité de réglementation rigoureuse, par exemple la FDA américaine. Et si vous avez des questions là-dessus, je reste à votre disposition. Alors, quand on considère les médicaments dans le cadre du TMM, il faut tenir en compte beaucoup plus de critères que dans le cadre de médicaments standards qui sont administrés suite à une consultation avec un médecin qui a diagnostiqué une maladie et qui a fait une ordonnance. Parce que dans le cadre du TMM, de nombreuses personnes risquent de ne pas être infectées, même si elles reçoivent le médicament. Par conséquent, il y a des études supplémentaires qui sont exigées pour renseigner, pour apporter des preuves, pour respecter les lignes directrices de l'OMS en ce qui concerne l'utilisation de la moxidectine pour le TMM. Et Marc a déjà discuté des études qui sont en cours de préparation pour effectivement produire ces preuves-là. Et je peux en parler plus tout à l'heure, si vous voulez bien. Par la suite, les preuves sont récapitulées et soumises au processus de l'OMS pour générer des lignes directrices. Tout comme la FDA, l'OMS a des procédures très spécifiques pour étudier et évaluer la validité des preuves et puis pour les traduire en lignes directrices OMS. La plupart du temps, les pays basent leur politique nationale sur les lignes directrices OMS. Et les pays introduisent les lignes directrices OMS dans leur propre pays pour compléter les spécifications pour tel ou tel domaine de préoccupation pour déterminer si le pays va choisir la moxidectine plutôt que l'ivermectine. Comme vous le savez, les détails sont toujours l'aspect le plus compliqué et pour mettre en œuvre une administration massive de médicaments, il faut faire beaucoup plus que de publier des lignes directrices, n'est-ce pas? Il faut aussi avoir beaucoup d'informations sur comment précisément on peut former le personnel soignant, les distributeurs communautaires de médicaments pour bien distribuer le médicament. Il faut renseigner la population locale qui sera traitée via des formations adéquates et des communications adéquates aussi. Et ce genre d'informations ne peut pas être généré dans un contexte clinique très contrôlé pour influencer, pour créer les lignes directrices OMS ou les inscriptions nationales. Pourquoi? Parce que le contexte de ces études est très différent du contexte de l'administration massive du médicament. Alors, il y a des projets de recherche pilotes, des projets de mise en œuvre qui sont appropriés pour générer ce genre d'outils et d'informations pour façonner l'administration massive de la moxidectine. Bien entendu, une telle utilisation de la moxidectine
devra toujours être accompagné de mécanismes de suivi de sécurité. Et via ce processus, on va également générer des données liées à la sécurité sanitaire, la sécurité sanitaire. Et puis, quand on a la politique nationale, l'inscription et les données nécessaires, à partir de ce moment-là, les pays peuvent commencer à mettre en œuvre l'administration massive du médicament concerné si le pays a bien choisi de se faire pour éliminer l'onchocercose. On a reçu de nombreuses questions aujourd'hui aussi sur quelles autorisations sont nécessaires pour utiliser la moxidectine. Le critère primordial, c'est si cette utilisation se passe avant la validation réglementaire dans le pays concerné ou après. À l'heure actuelle, bien sûr, toutes les recherches cliniques pour l'inscription ont déjà été menées avant l'inscription. De plus, à l'heure actuelle, on estime qu'on aura terminé toutes les recherches supplémentaires nécessaires pour créer les lignes directrices OMS avant que les pays font leur inscription de la moxidectine. On estime également qu'on aura mené de nombreuses recherches de mise en œuvre avant que les pays réalisent l'inscription de la moxidectine. Dans ce cas-là, vous avez deux autorisations nécessaires pour avoir un protocole qui doit être soumis aux instances qui vont valider l'utilisation de la moxidectine, à savoir des comités déontologiques dans le pays, puis le ministère de la Santé dans le pays et plus spécifiquement l'instance réglementaire qui va donner son autorisation de l'utilisation de la moxidectine uniquement dans les conditions élaborées dans le protocole. Et puis, bien entendu, il faut avoir une autorisation d'importation. Une fois que la moxidectine soit inscrite pour l'utilisation dans tel ou tel pays, les autorisations qui sont nécessaires pour l'utilisation régulière sont les suivantes. Une autorisation du ministère de la Santé, par exemple via une politique nationale ou d'autres chemins qui sont spécifiques au pays, et puis l'autorisation d'importation. Et à partir de ce moment-là, on peut mettre en œuvre l'utilisation de la moxidectine dans les jeunes choisis par les instances nationales. Et cela m'amène à parler du sujet suivant, à savoir quelques informations supplémentaires sur la pharmacovigilance. Et on est conscient du fait que le fait de partager les informations sur le développement et puis la mise en œuvre n'est pas idéal parce que maintenant, c'est seulement maintenant que je vous donne le contexte sur ce qu'on a déjà présenté. Alors, je vais revenir maintenant à ce que l'OMS a déjà publié en 2006. Vous le savez déjà peut-être, nous avons un groupe dédié à la pharmacovigilance. Ce groupe définit la pharmacovigilance comme étant la science et les activités liées à la détection, l'évaluation, la compréhension et la prévention des effets secondaires néfastes ou tout autre problème associé aux médicaments. Alors, vous avez les réactions néfastes aux médicaments qui n'avaient pas été détectées lors des études qu'on avait menées. Vous avez aussi l'évaluation des faits chez les femmes enceintes qui sont involontaires dans la plupart des cas. Oui, chez les femmes enceintes qui reçoivent les médicaments concernés. Peut-être que vous le savez déjà, mais il y a très peu d'essais qui administrent volontairement un nouveau médicament à une femme enceinte. On ne va jamais dire à une femme enceinte
Est-ce que vous voulez bien prendre ce nouveau médicament sans savoir ses effets? Ça se passe uniquement dans le cadre des médicaments qui sont conçus spécifiquement pour traiter des maladies liées à la grossesse. On n'administrerait jamais un tel médicament pour l'onchocercose, par exemple. C'est la même chose pour l'ivermectine. Si vous consultez les informations réglementaires sur l'ivermectine, quand même, vous allez voir que ce n'est pas une bonne idée d'administrer l'ivermectine aux femmes enceintes. Mais on sait, d'après de nombreuses données qu'on a collectées, qu'il y a des effets sur les grossesses chez les femmes enceintes qui ont reçu les médicaments avant de savoir qu'elles étaient enceintes ou sans avoir admis qu'elles étaient enceintes. Et ça, c'est la manière dont la pharmacovigilance permet de renforcer les bases de données sur les effets des médicaments sur la grossesse et sur la sécurité des médicaments pour les femmes enceintes. Et aussi les personnes âgées et les personnes qui sont très jeunes ne sont pas très bien représentées dans les essais cliniques. Et du coup, une utilisation à grande échelle avec un effort de pharmacovigilance va renforcer les informations qu'on a sur la sécurité d'un nouveau médicament chez les personnes qui sont très jeunes ou très âgées. Ensuite, il y a d'autres faits que nous devons recueillir, y compris l'échec de traitement dans beaucoup de pays. On trouve aussi des comprimés qui sont contrefaits, des médicaments qui ne sont pas produits selon les normes. Il y a aussi la question de l'interaction entre les médicaments et l'alimentation. Nous savons tous que les informations qui se trouvent dans les informations de prescription ne correspondent pas toujours à la réalité sur le terrain. Et je sais, par exemple, qu'il y a des endroits où des personnes pensent qu'il ne faut jamais prendre un médicament le ventre vide, donc ils donnent toujours l'ivermectine avec un repas. Il y a d'autres endroits où on pense au contraire qu'il ne faut pas prendre le médicament le ventre vide. En fait, nous savons que peu importe si vous avez mangé ou pas avant de prendre l'un ou l'autre de ces médicaments. Bon, il y a une orientation sur la CPT et la sécurité. Vous voyez les orientations pour différentes années, mais en fait, c'est le même document, mais traduit en français. La traduction française est sortie l'année suivante. Annette, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, je suis sûrement. J'arrive à la fin. Donc, l'amoxicilline est un nouveau médicament. Nous n'avons pas encore d'expérience sur des dizaines de milliers de personnes. Nous avons donc mettre en place une recherche tenant compte de la pharmacovigilance. Nous devons travailler ensemble pour mettre en place un système qui permet de revoir ce qui existe actuellement dans chacun de vos pays pour les différents programmes pour les MTN. Est-ce que vous utilisez déjà les nouvelles technologies comme les smartphones? Sinon, quels sont les critères que nous pouvons mettre en place pour créer un bon système de reporting rapide? Nous devons donc revoir tous les critères que vous utilisez actuellement pour votre reporting, comment nous pouvons intégrer l'oxylectine dans
ces critères et il faudrait créer un registre des femmes enceintes pour voir comment vous pouvez faire la collecte des données sur les médicaments pris par inadvertance par les femmes enceintes. Voilà, j'arrive à la fin. Le reste, c'est des informations supplémentaires. Si vous avez des questions précises. Je pense qu'il reste encore une présentation et il ne reste que 10 minutes. Alors, So Daniel, would you like to Daniel, maintenant, get some of your est-ce presentation? que vous souhaitez au moins essayer de faire une partie de votre présentation? 3 slides, and so Oui, ma présentation est très courte. next slide. We've heard a lot from Annette on Annette medicines for MDA. nous a beaucoup parlé des médicaments TMM Prescription medicines. et And this is la question des médicaments obtenus sur ordonnance. and also the Dans une safety. situation de TMM, Will have no certaines peuvent avoir les bénéfices du médicament et il y a d'autres personnes qui vont prendre le risque lié à la sécurité du médicament sans bénéfice parce qu'ils ne sont pas malades. Donc, il faut avoir plus de données déjà avant de déployer une campagne TMM. La question qui a été posée, est-ce que l'ivermectine a un profil similaire? Alors, les données publiées nous apprennent que l'ivermectine a été enregistrée en France en 1987, après une étude phase 1, des essais phase 2 et des essais phase 3. Mais seulement 1209 personnes volontaires ont été traitées avec l'ivermectine pendant l'essai clinique. Et donc, pour mettre à l'échelle, il fallait mettre en place une étude dans des zones endémiques. Et ce sont des zones où des centres de soins sont très limités et ne peuvent pas faire face à des effets indésirables graves. Alors, dans le programme OCP, en Afrique occidentale, comme nous savons, ce programme OCP a commencé en 1975, sur une base de contrôle des vecteurs et de larvicides. Et cela parce qu'il n'y avait pas de médicaments qui soient assez sécures pour utiliser à grande échelle. Donc, les restrictions sur l'ivermectine étaient donc basées sur un peu plus de 1000 individus. Et donc, il fallait savoir si l'ivermectine pouvait être utilisée en toute sécurité à grande échelle. Et donc, son potentiel pour le contrôle de la transmission dans les zones étudiées. Donc, les études tenaient compte des zones où on pensait mettre en place une étude ivermectine. Donc, c'était les mêmes zones qui étaient concernées par le CP. Alors, quand on regarde la carte, on voit que le CP a fait des études dans ces différents endroits dans l'intérieur des pays OCP. Alors, pourquoi on n'a pas laissé les pays seuls pour mener leur étude et ensuite faire un rapport? C'est parce que l'OCP avait un mémorandum qui couvrait
the ministries of health les différents pays et qui a travaillé avec les différents ministères de la Santé dans ces pays et d'autres institutions dans les pays afin de mettre en place des études qui seraient plus larges, avec une grande couverture. Et avec la moxidectine, nous essayons de faire quelque chose de similaire. La seule différence, c'est que ce que nous demandons actuellement, c'est que chaque pays ne soit pas... En fait, on demande à chaque pays de regarder les données, de mener les études dans les zones où la moxidectine peut être utile. Donc, au Mali, par exemple, dans la zone où des études récentes ont indiqué qu'il y a encore la transmission au Sénégal, dans les zones où on a les orpailleurs, par exemple, immigrés qui sont infectés au Tchad, dans la zone près de Ounibangala, dans le Soudan du Sud, en Éthiopie. Donc, il y a des zones où la situation actuellement est telle que on pourrait avoir besoin d'une stratégie alternative de traitement. Mais parce que la moxidectine a été approuvée pour l'utilisation et qu'il manque quand même les guides d'orientation qui permettraient de déployer la stratégie. Donc, en 1988, nous avons décidé que ça pouvait être utilisé avec un système de monitoring mis en place. Cela pour assurer les pays qu'ils peuvent utiliser de manière sécurisée et que nous pouvions ainsi procéder avec les données à obtenir une approbation. Merci. Thanks, Daniel. Merci, Daniel. Got background noise. So we're coming to the last few minutes here, and I'm sure there are many questions from the countries, and we won't be able to address them. Il y a beaucoup de questions qui sont posées par les différents pays que nous ne pouvons pas prendre avant la fin de la réunion. Alors, je pense que le mieux serait de faire une liste de questions que vous pouvez poser en anglais, français ou en langue arabe. Nous allons garder les questions que vous avez posées déjà sur le chat. Filled, and you get the answers you need. Et nous allons faire notre mieux pour répondre à vos questions. Moi, j'essaie de répondre. Apologize for anything that came across very badly. J'ai utilisé Google Translate, donc excusez-moi si toutes mes réponses n'ont pas été très éloquentes, mais j'essaie de répondre au fur et à mesure aux questions qui sont posées sur le chat. Et bien sûr, il y a beaucoup de questions et il faudrait à un moment qu'on prenne le temps de regarder l'ensemble des questions. Et il y a la question de l'accueil tout au début. Qu'est-ce qu'un pays doit faire? Et en fait, il faut que l'on crée un document qui vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin. Nous allons faire ça très rapidement. Et peut-être que nous allons organiser une autre réunion de ce type. Je pense que le plus important, c'est de répondre à toutes les questions que vous avez posées. La deuxième chose que nous pouvons faire tout de suite, c'est de faire un recueil des informations dont vous aurez besoin à l'intérieur de chacun de votre pays. Il y a des différences pour chaque pays, bien sûr, mais l'essentiel, c'est d'avoir une approche IRB qui est similaire à travers tous les pays. Donc,
Nous allons créer ces informations et répondre à vos questions. Ça, c'est les deux choses que nous allons faire tout de suite. Bon, on est arrivé à la fin du temps imparti. Je ne suis pas surpris car c'est une question importante. C'est un grand pas en avant pour chaque pays. Et c'était utile d'avoir le point de vue de l'OMS avec AFWORK qui a pu se joindre à nous en début de réunion. Je suis désolé de devoir terminer la réunion, mais avant que l'on se quitte, est-ce que vous avez d'autres requêtes à formuler à part le fait qu'on vous tienne informé, qu'on réponde à vos questions? Est-ce que vous avez des demandes à formuler? Anybody in the countries? I noticed that Khartoum did manage to join us Je vois que later, Khartoum which a is great. réussi à se joindre à nous un peu plus tard. Salam alaikum, late at the end. So just in the last minute, I'd like to thank everybody. Alors, pour terminer, je voudrais remercier tous les participants. Just the first step. C'est vraiment une première étape. Merci à Marc et votre groupe pour les présentations. Countries for joining us. Je remercie les pays. We will, the end Et fund, continuons donc ce débat, cette conversation. De notre côté, nous allons continuer à répondre à vos questions afin qu'on puisse